cette grande initiative, que l'initiative puisse aboutir à un lendemain prospère. Sans tarder, nous allons donner la parole à Dr Ousmane Kara. Sillonner les États-Unis. Alors, il va sillonner les États-Unis. Il a décidé de visiter quelques États ici. Hier, on était à Philadelphie pour rencontrer les populations. Il a été très enthousiasmé. Nous savons que les populations de l'Europe viennent toujours en retard. Et ils vont venir. Ils vont venir, nous avons confiance. Donc sans plus tarder, nos remerciements vont à vous tous, à vos familles. Que Dieu nous donne la prospérité. Que Dieu donne la Guinée à celui qui peut sortir la Guinée de la mer. Si c'est une femme, que Dieu lui donne le pouvoir. Si c'est un homme, que Dieu lui donne le pouvoir. Sans tarder, je vais donner la parole à notre leader, au leader de Palais, qui va s'adresser à vous. Je vous remercie. Je voudrais ajouter que nous avons madame qui va se charger de prendre les questionnaires après sa présentation. Ceux qui ont besoin de poser des questions à docteur, il est à la disposition de tout le monde. Vont se faire inscrire par madame et on va ordonner les questionnaires et il va les répondre. Je vous remercie. Et voilà, monsieur le modérateur, vous avez dit ça. Hein? Donc, avant que monsieur le docteur me prenne la parole, je présente tout un chacun mes excuses à monsieur Léné et nous allons recevoir une conduite nationale. S'il vous plaît, Léo. Merci, on applaudit. Ça, c'est la Guinée, ça, hein? Ça s'appelle la région de l'air. Donc, tout le monde est concerné. Donc, nous allons donner la parole à notre futur président de la République de Guinée, Monsieur, Son Excellence, Dr Ousmane Kara. On appelle la Guinée le pays des sites des barrages hydroélectriques, mais nous manquons d'électricité. Ça aussi, c'est un paradoxe. Parce que voyez-vous, lorsqu'il y a la rencontre des montagnes et de l'eau, ça donne les sites de barrages hydroélectriques. La Guinée en a en foison. Mais malgré ça, nous manquons d'électricité. C'est ce que nous appelons, nous les économistes, les avantages comparatifs que nous avons. Malgré cela, nous manquons d'électricité. Ça aussi, c'est inacceptable. Voilà les défis que nous avons, sans parler du défi de la santé et des défis de l'électricité. En fait, je me rappelle que la Guinée, c'est l'un des rares pays où toute l'élite intellectuelle fait deux choses. Nous envoyons tous nos enfants à l'extérieur pour l'éducation. Et deuxièmement, nous soyons tous à l'extérieur. En fait, lorsque vous rencontrez un ministre en Guinée ou un directeur, la première des choses, c'est de dire « J'étais en train de faire le contrôle à Dakar, à Abidjan, à Paris et à Londres. » Lorsque ceux qui sont chargés de construire des hôpitaux et des cliniques passent le temps à faire leur contrôle à Dakar, dans un pays où il n'y a que du sable, c'est vraiment le désespoir.
c'est l'indicateur de la faillite. Donc c'est une élite qui a failli à ses devoirs. Et nous n'avons même pas honte de le dire. Chacun est assis avec son visa et son passeport. La moindre des choses, il faut aller. Les moins riches vont à Bamako. Ça, c'est tout vrai. Voilà les défis, au moins 4 défis auxquels nous sommes confrontés. Si je dois dire un 5e défi, c'est le défi de la sécurité. Nous sommes un pays où nous ne sommes pas en sécurité en Guinée. Les gens se font agresser n'importe comment. Or, vous savez que la sécurité, c'est ce que nous appelons les fonctions régaliennes de l'État. L'État doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce n'est malheureusement pas encore le cas en Guinée. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays. Est-ce que tout le monde va croiser les mains? Non, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Nous sommes les privilégiés du système. J'ai l'habitude de le dire. C'est la vérité. On dit que la Guinée manque d'électricité. Dr Ousmane Kaba a toujours de l'électricité chez lui. Quand il n'y a pas d'électricité, j'allume un groupe électrogène. Comme beaucoup de Guinéens privilégiés comme moi. Mais on ne va pas continuer comme ça, à avoir la paix, le bonheur, alors que notre peuple est en train de souffrir. Notre devoir, c'est de nous lever, de nous battre pour sortir la Guinée de cette misère. C'est ça. C'est pourquoi je dis, et c'est mon cas, la politique pour moi c'est de la générosité. Ce n'est pas forcément que vous m'aidez pour que je sois chef de l'État. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on veut, c'est que la Guinée s'en sorte. Ce n'est pas que Ousmane Kaba soit le chef de l'État. Il faut que ce pays s'en sorte. C'est ça l'essentiel. C'est différent. C'est très différent. Ce qu'on a amené aujourd'hui, c'est un nouveau parti. Ce n'est pas pour aider Dr Kaba à être chef de l'État, je le répète. C'est pour qu'on se batte et que dans ce parti, le programme de société n'est pas encore écrit. Il est en ébauche. Que vous participiez à écrire ce programme de société et que vous imposez ce programme de société à travers un parti qui soit fort. C'est à vous de construire le parti Pares. Moi, je n'ai fait que donner l'initiative. Vous avez un travail à faire parce que vous êtes Guinéen et vous devez vous retourner, regarder votre pays pour savoir si ce pays va aller ou pas. C'est ça la question. Donc, on ne vous demande pas de démissionner. Alors, pour le faire, je vais commencer par quelques préalables. Parce que j'entends, lorsque je viens à New York, à Paris, les Guinéens sont divisés. Il y a les Peuls, il y a les Soussous, il y a les Malinqués. Moi, je n'ai aucune envie de parler de Soussous, de Peul ou de Malinqués. Je veux parler de la misère en Guinée. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce qu'en réalité, quand on y réfléchit, regardez, vous êtes dans un pays où il y a des blancs, des chocolats, des noirs. Aux États-Unis, vous ne voyez pas le pays où vous vivez ou quoi? Mais si vous voyez ce pays, tout le monde est ensemble. On fait un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Pourquoi la Guinée, un petit pays de 13 millions d'habitants, où tout le monde est même père, même mère, on ne va pas s'entendre? Ça n'a absolument aucun sens. Donc je ne perds pas mon temps à ça. En Guinée, ce que nous avons en commun, c'est la misère. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, il y a de l'électricité pour personne. Lorsqu'il y a des routes défoncées, nous nous enfonçons tous sur ces routes-là. C'est pas vrai? Est-ce que les trous connaissent des Peuls ou des Malinqués? Les trous dans les routes, c'est pour tout le monde. Le noir, c'est pour tout le monde. La Guinée, c'est partager la misère. Il n'y a en Guinée, je le répète, aucune région qui est favorisée par rapport à une autre. Ça n'existe pas. Tout le monde est dans la même merde. Alors qu'on ne parle pas de Soussou, de Peul ou de Peul, Malinqué, j'en ai rien à tirer. Ça, c'est pas mon affaire. C'est vraiment pas mon affaire. Je ne veux pas perdre mon temps à ça. Moi, je suis un économiste. Ce que je sais faire, ce n'est pas de la politique politicienne. Je ne suis pas un homme qui sait parler de cette façon-là. Je suis très direct. La seule chose que je sais faire, c'est d'aller chercher de l'argent et de construire un pays. Ça, je connais. Ça, c'est mon travail.
je ne sais pas mentir, je ne sais pas tricher. Et quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'on m'excuse de tous les partis politiques. Parce que je ne suis généralement pas d'accord. Alors, il y a des questions qu'on me pose très souvent. Les gens disent, mais vous étiez là, pourquoi ça n'a pas marché alors que vous avez participé? C'est vrai. C'est vrai. D'abord, les Guinéens aujourd'hui sont amers. Ils sont déçus. Les Guinéens sont désespérés. Mais moi aussi. C'est la même chose. Mais est-ce que pour autant on va croiser les bras et ne rien faire? On ne va pas croiser les bras parce qu'on est déçu. Si on est déçu, c'est parce qu'on a mal fait quelque part. Il y a notre érudit dans sa lecture coranique qui nous a dit quelque chose. C'est parce qu'on n'a pas écouté les prêches. Les prêches disent qu'il faut donner le travail à celui qui sait le faire. En français, on dit qu'il faut regarder les CV des gens avant de leur confier le pouvoir. Autrement dit, la prochaine fois que les gens viendront demander le suffrage des Guinéens pour dire je vais être président de la République, maintenant vous allez regarder qu'est-ce qu'il a fait avant d'être candidat. Voilà. C'est parce qu'on n'a jamais regardé ce que quelqu'un a fait avant d'être candidat. Jamais. Alors, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Si on n'avait plus le soin de regarder qui a fait quoi, avant de voter pour cette personne, au lieu de voter par affinité, peut-être qu'on trouvera le chemin. Mais moi, je suis sûr qu'en 2020, tous les Guinéens regarderont qu'est-ce que chacun a fait avant d'être candidat à la présidence de la République. Donc, à partir de 2020, on ne va plus se tromper. Vrai ou faux? Voilà. C'est ça qui est arrivé. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Mais, comme je le dis souvent, j'ai le défaut des professeurs. Lorsque nous commençons à parler, nous parlons beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est de peut-être vous demander ce que vous pensez, quelles sont les questions que vous avez. Donc, ce n'est qu'une toute petite introduction. Là, nous allons poser, vous et moi. Donc, je vous donne la parole, madame. Et je vous remercie.
plaît, M. Boubacar Kaba, vous êtes là? Monsieur Boubacar Kaba, vous êtes là, s'il vous plaît? Mamadou Selou Diallo. Mamadou Selou Diallo. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous pose une petite question. Est-ce que si vous êtes le président de la République de Guinée, comment changer le pays? C'est une petite question. Merci. Merci. De l'ancien gouvernement de Conduite, qu'est-ce que vous avez fait pour vous bouger dans votre poche le moment? Deuxièmement, qu'est-ce que tu as fait à Guinée? Autant ton travail dans l'administration de l'air, tu es fier de dire que Ousmane Kaba a signé ce papier pour les créer à Conduite. Troisièmement, quel a été votre défaut dans le gouvernement guinéen qu'on vous a chassé? Après votre réponse, je vais vous poser maintenant ma question dans ce S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Vraiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Votre frère, même pour quelle question vous pouvez poser pour le privé. S'il vous plaît. Le docteur est là pour vous voir. S'il vous plaît, calmez-vous. Il n'est pas le seul. Ah, il n'est pas le seul à poser des questions. Ousmane le dit Monsieur Kamagien, c'est l'économie, c'est le plan, c'est le cœur du gouvernement. Quand ce monsieur est démodé de sa fonction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais savoir quelle a été la cause fondamentale que vous avez cherché dans le gouvernement de l'Union de France. Merci. Ok, merci beaucoup. Je
sens bien qu'on va avoir un très beau débat. Moi, j'aime les débats passionnés. D'abord parce que c'est mon boulot. Et ensuite parce que si vous êtes passionné, c'est que vous êtes passionné pour votre pays. C'est un bon signe. Alors, vous m'avez posé des questions, certaines qui ne sont pas les miennes. Vous m'avez parlé du troisième mandat. D'abord, ce n'est pas moi qui demande le troisième mandat. Et deuxièmement, le professeur Alpha Condé, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas demandé le troisième mandat. Alors, ne me faites pas répondre à une question qui n'est pas posée. Alors, vous me dites, qu'est-ce que je pense de la présidence du professeur Alpha Condé? D'abord, c'est une présidence qui n'est pas achevée. Si vous voulez que je donne une réponse objective, je ne pourrai pas, puisque ce n'est pas encore fini. C'est quand une présidence finie qu'on fait le bilan objectif. Et il faut se méfier de la subjectivité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de décisions qui ont été prises. C'est pourquoi j'ai des problèmes avec le régime actuel. Mais ceci dit, attendons la fin pour tirer un vrai bilan qui puisse être objectif. Vous m'avez dit, Monsieur Cellou Diallo, qu'est-ce que, si vous êtes président, comment vous allez changer le pays? Et M. Keita dit, vous êtes docteur en économie, ceci, vous avez été ministre des Finances, vous avez été limogé. Pourquoi est-ce que vous avez été limogé? Et quel est votre record? Est-ce que vous avez fait des choses dont vous êtes fiers? D'abord, c'est très difficile de parler de soi-même. Si on parle de soi-même, ce n'est pas très modeste. Sinon, moi, je sais que j'ai fait beaucoup de choses. Lorsque j'étais ministre, d'abord, il faut préciser que je n'ai été ministre des Finances que 7 mois. Uniquement 7 mois. Et depuis 20 ans, je n'ai jamais participé à la gestion de l'économie guinéenne. Donc, il faut bien lire les PV, les CV, être bien conscient de qui a fait quoi. Et il faut éviter de dire c'est tout le monde en même temps. Parce que si vous dites c'est tout le monde, ça veut dire que vous n'avez pas envie d'indexer les responsabilités. Et il n'y aura pas de solution. Je rappelle que moi j'ai été ministre des Finances dans le gouvernement de Sidya Touré en 1996-97. Et que je n'ai fait que 7 mois comme ministre des Finances. Et que pendant ces 7 mois, nous avons pu avoir un programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire, ce qui était une performance. Nous avons repayé les arriérés de la Guinée et il n'y a pas eu de dérapage budgétaire pendant 7 mois. Et j'ai été renvoyé parce que j'étais rigoureux. C'est exactement cela qui s'est passé. Je n'acceptais pas que l'argent sorte et j'étais en guerre avec presque tout le monde. C'est pour ça qu'on m'a dit ministre des Finances. Je suis le ministre des Finances qui a eu le terme le plus court en Guinée, 7 mois, pas plus. Donc il est très difficile de dire, pendant ces 7 mois-là, moi j'ai bien fait un bon programme d'ajustement structurel, avec une bonne stabilisation, la monnaie s'est bien tenue, le taux de change s'était stabilisé, il n'y a pas eu de dépenses extra-budgétaires. Pour être concret, pour aller dans les éléments techniques, j'ai même payé les arriérés, parce qu'à l'époque, je disais que pour encourager l'économie guinéenne, il fallait payer les entreprises guinéennes. 20 ans après, je suis encore en train de parler de la même chose. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai été le premier à être fidèle du gouvernement de Sidya Touré, malgré l'opposition du Premier ministre, malgré l'opposition de tous les bailleurs de fonds. La simple raison parce que, semble-t-il, j'étais très rigoureux. Je ne vais pas parler de mon propre record, parce que le record appartient au gouvernement. Mais ce que je sais, c'est que j'ai fait des réunions de bailleurs de fonds, par exemple, pour la route qui va maintenant de Kouroussa jusqu'à Bamako. J'entends souvent ceux qui disent que c'est lui qui a fait. Ce n'est pas vrai. Il n'a fait qu'exécuter parce qu'il était ministre des Travaux publics. C'est moi qui ai fait la réunion des bailleurs de fonds. C'est moi qui ai fait l'argent. Je suis allé débloquer les fonds de Bofa à l'Union européenne. Et tout récemment, bien que je n'étais pas en poste, je n'étais que simple conseiller. C'est le professeur Alpha Condé, mais chargé des relations avec la Chine. C'est à ce titre que j'ai eu l'argent
pour le projet Kaleta. J'ai eu l'argent pour le projet de fibre optique. Et quand je suis venu avec cet argent, j'ai eu de longues discussions avec le professeur Alpha Condé qui n'acceptait pas le financement de Kaleta. Il a fallu que je me batte contre lui pour imposer Kaleta. Et c'est ce barrage aujourd'hui qui est en marche en ligne. C'est pour cela que je dis que moi, ce que je sais faire, c'est aller chercher l'argent pour construire un pays. Mais quand ça arrive à l'exécution, je ne suis jamais à l'exécution. C'est là que les gens s'enrichissent avec les entreprises. Voilà ce qui s'est passé. Mais je ne veux pas m'étendre sur ces histoires personnelles, parce que les histoires quand même appartiennent au gouvernement. Ce n'est pas une affaire individuelle. Alors, on m'a demandé, si vous êtes président, comment vous allez changer le pays? C'est une question intéressante, parce qu'en fait, c'est l'objet de cette rencontre. On a créé un parti politique. On vient pour que vous nous demandiez qu'est-ce que vous avez envie de faire. D'abord, pourquoi j'ai créé un parti politique? Je reviens sur la question. Et sur ma première question, vous avez été associé, mais vous êtes un bon économiste. Je reviens encore là-dessus. Encore une fois, les décisions en économie, dans un pays, les décisions économiques ne sont pas prises par les économistes. Ok? Je reviens là-dessus. Les décisions économiques dans un pays ne sont pas prises par des économistes. Les économistes ne sont que des conseillers. Ils donnent leur avis. Mais qui prend la décision économique? C'est l'homme politique. C'est l'homme politique qui prend la décision économique. Donc vous pouvez être un bon économiste. Vous donnez des avis, ces avis ne sont pas suivis. Les décisions sont autres. Voilà ce qui se passe. Hier encore, j'ai donné un exemple pratique. Prenons le domaine de l'électricité en Guinée. Moi, j'étais conseiller à la présidente de la République, donc je n'avais pas de fonction d'exécutif. J'avais la fonction de conseiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous donnez votre avis, mais celui qui a le pouvoir, c'est lui qui prend la décision. Est-ce que vous comprenez? J'avais dit à l'époque qu'en Guinée, il serait mieux d'avoir des micro-barrages dans tout le pays. D'abord, ça coûte moins cher, et ensuite, les coûts d'exploitation sont presque nuls. Mais non, personne ne m'a écouté. D'ailleurs, le jour où j'ai parlé des micro-barrages, c'est devenu un problème en France. L'État a préféré payer des groupes électrogènes pour plus d'1 milliard. Dans toute la Guinée, vous avez plein de groupes électrogènes arrêtés et l'État n'a pas les moyens, les mairies n'ont pas les moyens de mettre du carburant dans les routes. Conséquence, on allume les groupes pendant 2 heures, 3 heures, on les éteint. Non pas parce que le groupe est en panne, mais parce que le carburant coûte trop cher. Est-ce que ça, c'est pas bête? C'est bête. Mais nous, en tant qu'économistes, on a déjà dit de ne pas le faire, mais on le fait. On le fait aussi pourquoi? Parce qu'il y a des commissions à la clé et c'est plus rapide. Voilà ce qui se passe. Alors, si vous êtes économiste, vous êtes un homme frustré. Vous dites, voilà comment on fait le pays, mais on fait autre chose. Et finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme Alassane Ouattara. Vous dites, bon, moi aussi je vais faire de la politique, et en ce moment je pourrais faire de la bonne économie. Quand j'aurai la décision politique, je ferai la bonne économie. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi vous voyez un économiste de presque 60 ans qui se lance dans la politique. C'est tard pour faire de la politique en fait. Mais c'est parce que nous avons échoué dans notre rôle de technicien. Nous avons échoué dans notre rôle de technocrate. Et on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. La seule façon de faire quelque chose, c'est de prendre le pouvoir politique, c'est-à-dire prendre la décision publique. C'est l'homme politique qui prend la décision publique. Il prend les décisions économiques, il prend les décisions culturelles, il prend les décisions sportives, il prend même les décisions religieuses. Parce qu'il peut mettre un imam qui ne connaît même pas sa sourate. Et il devient le grand imam. Et le hafiz, qui connaît tout le Coran, devient 3e, 4e imam. C'est pas vrai? Voilà, c'est l'homme politique qui prend toutes les décisions.
Et c'est la raison pour laquelle je dis, les meilleurs des Guinéens doivent faire de la politique. L'un des plus gros problèmes qu'on a dans notre pays, c'est ça. Les meilleurs d'entre nous refusent de faire de la politique. Ils disent que c'est une histoire de menteurs et de tricheurs. Alors on laisse la décision publique aux menteurs et aux tricheurs. Que devient le pays? Donc il faudrait que les meilleurs d'entre nous, les plus intelligents d'entre nous se jettent dans la politique. Et que parmi vos enfants ici, les meilleurs de vos enfants, poussez-les vers la politique parce que c'est eux qui vont faire votre avenir demain. C'est les hommes politiques, c'est eux qui décident où faire une université. Écoutez, être un président de la République, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le monde cotise, tous les Guinéens cotisent, on met dans un budget, on te donne le budget, on dit repartir le budget. C'est ça, être un homme politique. Donc c'est toi qui repartis la cotisation de tout le monde. Est-ce que là, celui qui prend l'argent de tout le monde qui le repartit, on doit-on mettre le plus intelligent ou le plus nul? Le plus honnête ou le plus malhonnête? Le plus courageux ou le plus fuyard? Donc, les meilleurs d'entre nous, faisons de la politique avec eux. Les meilleurs de vos enfants, faites de la politique avec eux. C'est eux qui vont vous libérer demain. Mais, ne commettez pas l'erreur de nos parents. Et c'est pour ça que nous avons eu des problèmes. Parce que toute notre enfance, on nous a répété que les politiciens sont des menteurs. Les politiciens sont des manipulateurs. C'est pas vrai. Il y a même des tailleurs qui sont plus menteurs que les politiciens. Bravo. La définition de la politique, c'est gérer la cité. Gérer la cité, c'est prendre les décisions publiques. Prendre les décisions publiques, ça veut dire prendre les décisions à la place des autres. C'est ce que ça signifie. Tout le monde se réunit, on prend une seule personne, on dit toi tu décides pour nous tous. Qui doit décider pour nous tous? Les meilleurs ou les plus attardés? Alors si nous disons les bonnes personnes, les plus intelligents ne font pas de la politique, ceux qui disent la vérité ne font pas de la politique, et finalement la nature a horreur du vide, alors on a les vauriens qui feront de la politique, et ces vauriens-là ils vont vous commander, ils vont faire de votre pays ce qu'ils veulent, et après vous allez vous plaindre pour dire ah je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et on a même des professeurs d'université qui refusent de faire de la politique. Eux qui doivent nous montrer le chemin. Et ils se retirent, ils sont seulement avec leurs frères. Alors celui qui n'a même pas été à l'école devient le président de la République. Il fait de ce qu'il veut. On a de construire des universités et décide de faire des boîtes de nuit. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire du tout. Parce que vous ne pourrez rien faire. Donc, réhabilitons la politique. Dites à nos mères de nos enfants de faire de la politique. Si jamais vous dites que la politique n'est rien, on est fichu pour les 2 années à venir, pour les 1000 années à venir. Alors je m'adresse aux imams et aux sages. Ne dites jamais à vos enfants que la politique ne vaut rien. Sinon les vauriens vont vous commander. Au lieu de faire des mosquées, ils vont faire des boîtes de nuit. Et oui, c'est pas la vérité. C'est eux qui prennent les décisions, personne d'autre. Personne d'autre ne décide dans un pays si ce n'est pas l'homme politique. Il n'y a que 2 hommes politiques. Ceux qui décident, ils ont le pouvoir. Ceux qui ne décident pas sont dans l'opposition. C'est les 2 catégories. Espérons que les 2 catégories sont de bonne facture. Et que les meilleurs d'entre nous fassent de la politique. C'est très très important pour l'avenir d'un pays. Tout le monde se plaint qu'il n'y a que du sable au Sénégal. Pourquoi ils s'en sortent? C'est la qualité de l'élite politique. Vous voulez vous rendre compte? Prenez la biographie des gens qui composent le gouvernement au Sénégal. Prenez la biographie des gens qui composent le gouvernement en Côte d'Ivoire, dans les pays qui marchent. Ils sont tous des lecteurs d'État, des grands professeurs. C'est eux qui sont dans le gouvernement. Alors ne vous étonnez pas que ça marche. Si vous prenez des illettrés pour remplir le gouvernement, ne soyez pas étonnés qu'ils ne construisent pas d'université et qu'ils ne construisent pas de mosquée. Voilà. Mais s'il y a un hafiz qui devient ministre des religions, il va distribuer le Coran ou pas? Voilà. Vous allez commencer à comprendre. Donc voilà un peu. Alors je reviens à la question principale. Ça c'était juste l'introduction.
m'avez demandé comment on construit un pays, quel est notre programme pour que la Guinée avance. Alors, on va prendre point par point. Prenons d'abord les infrastructures. Les infrastructures, pour que tout le monde comprenne, on va prendre la route. Hein? Une route. Comment on construit une route? D'abord, les routes coûtent cher. En moyenne, 1 km de route, c'est 1,5 million de dollars. Disons, pour simplifier, 1 million de dollars. Donc, si vous voulez faire une route de 500 km, c'est 500 millions de dollars. Mais 500 millions de dollars, c'est le tiers du budget de la Guinée et c'est la totalité du budget d'investissement. Je rappelle, ceux qui connaissent un peu les chiffres, le budget guinéen, c'est 15 000 milliards. 10 000 milliards de fonctionnement et 5 000 milliards d'investissement. Ça fait 15 000 milliards, ça fait 1,5 milliard de dollars. L'ensemble du budget, 1,5 milliard de dollars. 1 milliard pour le fonctionnement et 500 millions de dollars pour l'investissement. Comme ça, je parle en dollars, vous comprenez mieux, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas beaucoup. 1,5 milliard de budget, c'est moins que le budget de cette ville. Beaucoup moins. Ça fait même moins que le quartier. C'est ça le budget de la Guinée. Je dis ça pourquoi? Ça veut dire que si la Guinée doit faire une route, la Guinée n'a pas les moyens de financer la route. Aucun pays africain n'a les moyens de financer ses propres routes. Les routes coûtent trop cher par rapport au budget de chacun de nos pays. C'est ça la conclusion. Tout le monde a compris ça. Ça veut dire que si on doit faire les routes, on doit prendre l'argent où? À l'extérieur. Forcément, puisque nous ne sommes pas capables financièrement de financer les routes. Voilà ce qui se passe. Donc la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie, tous les pays cherchent de l'argent à l'extérieur pour faire les routes, parce que les routes coûtent trop cher. Maintenant, si vous voulez faire les routes, vous voulez avoir l'argent à l'extérieur, il y a 3 étapes à respecter. La première étape, il faut faire une étude de faisabilité technique et financière de la route. Ça fait 2 choses. Ça veut dire comment on va faire cette route techniquement, quelle est la quantité de gravier que l'on va mettre, quelle est la quantité de goudron que l'on va mettre, quelle est l'épaisseur de chaque matériau. C'est ça les études techniques. Dans des endroits difficiles, comment on va faire le franchissement. On chiffre tout ça techniquement. Et aussi financièrement, on fait l'esquisse du coût. Combien ça va coûter? Titre indicatif. Ça, c'est la première étape. Étude de faisabilité économique et financière. Deuxième étape, c'est cette étude que l'on présente aux bailleurs de fonds, les différents bailleurs de fonds. Ils décident de financer la route. Quand ils décident de financer la route, en ce moment, on fait quoi? Un appel d'offres. On cherche l'entreprise qui peut exécuter au mieux cette route. C'est ce qu'on appelle appel d'offres. Et troisièmement, on fait le contrôle technique pour s'assurer que la route est bien faite. Alors, aucune de ces 3 étapes n'est respectée en Guinée. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Premièrement, on fait la route sans études. On ne fait pas d'études de faisabilité économique et financière. Si on ne fait pas d'études, ça veut dire que c'est l'entreprise qui exécute qui va dire combien la route va coûter. C'est pour ça que les routes dont les prix sont doublés en Guinée. Parce qu'il n'y a pas d'études économiques et financières. Première chose qu'on ne fait pas. Donc c'est très difficile d'avoir l'argent des bailleurs de fonds sans études. Et si tu les convaincs, on dit ok, faites l'appel d'offres, on appelle quelqu'un, on lui donne gré à gré. Au lieu de faire l'appel d'offres. C'est ça qu'on appelle la malgouvernance économique. On ne fait pas d'appel d'offres, on donne gré à gré. Il y a un audit qu'on vient de faire. 80